Bonjour, bienvenue pour la rétro. Retour sur l'actualité du district. Plusieurs choses cette semaine et on commence en images, notamment avec la 4e mouture du projet d'agglomération du Grand Genève, signé la semaine dernière à Coppet. Ensuite, un point chiffré sur les comptes 2020 de la ville de Gland. Et pour terminer, un petit tour dans la région avec les scouts de la région, mais aussi au cœur du vignoble avec la première édition de la balade gourmande au fil du goût. Le Grand Genève à la conquête des millions de la Confédération. Jeudi dernier, la 4e mouture du projet d'agglomération a été signée à Coppet. Le document présente notamment les grands projets de mobilité pour ce bassin transfrontalier et devrait permettre de décrocher d'importantes subventions fédérales. Ce territoire est entre le Jura et le Salève, avec un lac au milieu, est partagé entre 2 pays, 2 cantons, 2 départements français. Et le but, c'est de le mettre de la cohérence. Parce qu'en réalité, les gens franchissent allègrement toutes ces frontières au quotidien. Et nous devons, nous, les pouvoirs publics, faire en sorte que les réseaux de transport, que le paysage, que l'urbanisation, que la nature, que la protection de l'air et de l'eau soient cohérentes sur l'ensemble de ce périmètre. Il y a quand même des spécificités vaudoises et notamment des projets de mobilité qui sont liés au canton de Vaud. Avec en particulier, il y a la requalification de la route suisse, la 3e étape, ou la requalification en faveur des transports publics et des modes doux à Nyon, à la route de l'Etra. Donc ça, c'est 2 exemples par rapport à des mesures vaudoises, mais je crois que l'intérêt du canton de Vaud, c'est vraiment de participer de manière solidaire à une région qui a une identité qui est propre. Le fait de marquer cette signature qui est une étape extrêmement importante dans l'histoire du Grand Genève, on en est au 4e, on imagine déjà le 5e, donc on voit qu'il y a un processus qui se poursuit et qui fait qu'on souhaite pouvoir marquer avec cela le fait qu'on travaille ensemble. On est sur notre bassin de vie quand on parle du Grand Genève. Quand on développe du transport public qui nous amène vers la gare de Coppet, quand on développe du transport public qui nous amène vers Nyon, c'est des transports publics qui sont financés dans le cadre de la collaboration transfrontalière. Donc c'est une réponse concrète du Grand Genève à nos habitants. Nous travaillons sur 5 agglomérations dans le canton de Vaud, mais c'est vrai que la spécificité de l'agglo du Grand Genève, c'est qu'elle est binationale et donc ça ajoute une couche de complexité. Et moi, je ne peux que féliciter toutes les personnes qui se sont engagées pour ce PA4 parce que cela demande énormément d'engagement et de persévérance. Grâce à la qualité des liens humains qui s'est tissée avec les années entre les élus du Grand Genève, eh bien, nous parvenons aujourd'hui à faire émerger l'intérêt commun. Il est parfois autour d'une gare centrale comme celle de Cornavin, il est parfois du côté vaudois dans la région du district de Nyon, il est parfois du côté français dans les réseaux de trams transfrontaliers. On a des problématiques d'une métropole qui a comme cœur de métropole une ville située dans un territoire qui n'est pas un territoire français. Et c'est ces éléments-là que nous devons faire comprendre, j'allais dire quotidiennement, à nos administrations centrales, mais également aux élus qui sont au bord de ce lac. Vendre le Grand Genève au canton de Vaud, c'est possible. Ça dépend de la politique vaudoise. Aujourd'hui, je pense que le canton de Vaud est tout à fait avec nous dans le cadre du Grand Genève. Le Grand Genève est une priorité, non seulement en termes de structure et d'organisation, mais par rapport à des relations qui sont celles que nous avons avec nos partenaires français et aussi avec nos partenaires genevois. Nous irons ensemble, avec le gouvernement vaudois, non seulement déposer ce projet d'agglomération, mais plus tard défendre une enveloppe importante pour tous les projets d'agglomération suisses. Et moi-même, je vais m'engager pour tous les projets d'agglomération vaudois et même de la Suisse romande parce que je pense qu'aujourd'hui, le dynamisme culturel, sociétal, économique est dans les agglomérations avant tout en Suisse. Et puis avec le plan d'agglo 5 qui va suivre et qu'on a déjà débuté, eh bien on va débuter un nouveau cycle de vie de ces projets d'agglo puisque ce projet sera centré sur la transition écologique et donc là évidemment qu'il y aura un intérêt à fédérer l'ensemble de la population sur ces enjeux. Les comptes 2020 de la ville de Gland sont positifs, la dette a diminué, la marge d'autofinancement a augmenté. Analyse en compagnie du municipal en charge des finances. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Si vous deviez attribuer une note à ces comptes 2020 de 1 à 6, combien est-ce que vous leur donnez ?
Je n'ai pas réfléchi en termes de notes, mais un bon 5, je dirais, puisque c'est vrai que ces comptes sont bons vis-à-vis en tout cas du budget, qui était largement déficitaire, donc on a eu des bonnes nouvelles. Il y a un petit excédent de revenus, pas énorme, mais c'est vrai qu'au budget, on avait prévu plus de 3,5 millions d'excédent de charges. Donc là, c'est les bonnes nouvelles, on a eu des bons revenus. Et puis la marge d'autofinancement, alors elle n'a pas augmenté par rapport à 2019, mais elle est bonne, elle est effectivement très bonne. Et ça, c'est particulièrement dû au quartier de la Comba et aux différentes taxes qu'on a pu obtenir. Oui, justement, venons-y, une situation financière saine, ces bonnes nouvelles, lesquelles sont-elles ? Alors, bon, déjà, effectivement, le fait qu'on a des revenus personnes physiques, personnes morales, qui, alors qu'on était en 2020, on parle des comptes 2020, donc vraiment en pleine crise sanitaire, même si malheureusement on n'en est pas encore complètement sorti, loin s'en faut d'ailleurs, je pense, au niveau économique, mais on s'attendait à avoir des baisses, et puis finalement, on a des impôts, donc des revenus personnes physiques, personnes morales, qui sont les deux en hausse, ce qui était un peu inattendu, et ce qui est une excellente nouvelle, parce qu'en plus, là, c'est pas les impôts conjoncturels, c'est pas la chance d'avoir tout à coup une donation, une succession, là, c'est vraiment les impôts récurrents, qui sont bons. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on a aussi des charges, évidemment, qui sont moins élevées. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être organisées pendant l'année 2020, dû toujours à cette fameuse crise sanitaire. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui vous a surpris. Mais est-ce qu'on doit comprendre qu'à Gland, les professionnels n'ont pas été impactés par les restrictions sanitaires ? Pour l'instant, pas, en tout cas, visiblement. Alors, c'est clair que c'est un petit peu faussé parce qu'au niveau des sociétés, donc l'impôt personne morale, eh bien, on a quelques gros contribuables. On le connaît, il y en a un, c'est Swissquote. Et Swissquote, on sait que pendant cette période, eh bien, ils ont plutôt bénéficié de la crise puisque les gens étaient chez eux puis ils se sont dit, tiens, on va investir, on va ouvrir des comptes. Et puis ça fait vite un gros changement puisqu'on a un impôt personne morale qui n'est pas si élevé que ça. Et donc, il peut vite y avoir des changements grâce à ça. Donc, c'est difficile de dire ce qu'il en est des personnes morales qui sont peut-être plus petites et qui ont peut-être eu plus de soucis. Et puis personnes physiques, en tout cas, ça ne s'est pas encore retranscrit, peut-être grâce aux différentes aides qui ont été annoncées et qui ont été distribuées par le canton, la Confédération, aussi un peu la ville de Gland. Mais on se méfie parce qu'on sait que dans les crises, souvent, c'est un an et demi, 2 ans plus tard qu'on voit les effets. Donc pour l'instant, il y a encore les aides. Qu'est-ce qu'il en sera quand ça va retomber? Est-ce que ça va reprendre comme prévu pour tout le monde? Ça, c'est la grande question. Et ça, on verra ça pour le budget 2022 déjà, de savoir comment on évalue tout ça. On a l'impression que vous évaluez toujours de manière négative, parce que c'est vrai que lorsque vous présentiez les comptes 2019, vous nous disiez que la crise aurait des effets, que les résultats s'annonceraient plus compliqués que prévu. Bon, d'accord, c'est un petit peu plus compliqué que prévu, mais ça va. Donc pour surtout les impôts, qu'est-ce qu'on peut dire pour Gland ? Bon, le budget est forcément toujours un peu pessimiste dans le sens où déjà simplement les charges, on a des charges qui sont le maximum qu'on peut dépenser. Donc forcément qu'on aura toujours des charges qui seront moins importantes dans les comptes que ce qui est prévu dans le budget. Donc on aura toujours des comptes. Est-ce que dans la région, on ose dire qu'on a un budget optimiste ? Non, mais je pense vraiment qu'on a un budget à Gland qui est ni optimiste ni pessimiste, mais qui est assez réaliste. On a essayé de faire justement par rapport notamment aux revenus aussi, aux impôts dont on n'a aucune idée de ce que ça peut donner, parce que droit de mutation, droit de succession, vous ne savez pas qui va vendre des maisons, qui va décéder. Donc on a commencé à faire une méthode sur une moyenne, sur les 5 dernières années. On essaye vraiment d'être réaliste, d'être au plus proche. Après, comme je le dis, le budget sera forcément moins bon normalement que les comptes, sauf si vous avez une mauvaise surprise sur les revenus. Les revenus, là, la surprise, elle est bonne et elle est inattendue parce que franchement, en 2020, on a longtemps pensé que ça allait être compliqué. Et encore maintenant, on a des annonces des cantons qui disent qu'en 2020, ils ont quand même des baisses de revenus. Donc là, on est peut-être aussi une région plus épargnée. C'est difficile d'analyser cela, mais on était surpris. En bien. Voilà. Donc, dans votre communiqué de presse, on peut lire réinvention, adaptabilité, réactivité. En quoi est-ce que vous avez réinventé les finances glandoises ? Moi, je pense que les finances, on n'a pas réinventé. On a réinventé beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont autour au niveau de la ville de Gland pour s'adapter et justement se réinventer par rapport à cette crise, de manière à quand même, d'un côté au niveau des événements, de tout ce qu'on a pu créer, de faire des choses différentes. Je le connais aussi en tant que municipal des sports. La Gland Spring Run ne peut pas avoir lieu. On fait une Gland Spring Run click and run où les gens courent avec une application, comme ça ils ne courent pas tous ensemble. Donc on s'est beaucoup adapté. Puis dans le cas de la crise sanitaire, on a eu c'est bon pendant vraiment mars-avril où on offrait, la ville offrait 20%. On a eu maintenant le fonds de soutien. On a eu de l'aide pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, pour aller faire les courses. On a beaucoup fait de choses. Qu'être solidaire et faire du chiffre, c'est possible.
Bien sûr, ouais. Je pense, mais d'ailleurs, je pense même que c'est lié. Depuis mon arrivée, je pense que j'ai toujours dit que, notamment sport, culture, social, c'était tout un investissement sur l'avenir et que plus on arrivait à faire en sorte qu'il faisait bon vivre à Gland et de promouvoir ce vivre ensemble, plus les gens avaient envie d'y rester, parce qu'avant c'était une ville très jeune, tant mieux, mais d'un autre côté ça veut aussi dire peu de ressources, justement, peu de revenus. Là, les gens ont envie de rester à Gland parce qu'on s'y sent bien et du coup ça aide aussi pour les finances et les revenus. Et puis on essaye aussi justement, parce que pas donner l'impression qu'on essaye d'avoir que plus d'impôts, on a aussi beaucoup développé maintenant le patrimoine financier. Donc par exemple, on a acheté beaucoup de bâtiments qui vont générer un revenu qui non seulement donc est un revenu qui n'est pas lié aux impôts, donc c'est pas les gens qui payent les impôts, mais des revenus des locataires par exemple. Et puis ce sont des revenus qui ne sont pas soumis à la péréquation, ce qui est quand même aussi une excellente chose. D'où le choix de construire à Gland. En conséquence et en rapport avec les finances, que peuvent espérer les Glandois pour les années à venir ? Pour l'instant, en tout cas, des prestations qui continuent d'être à une hauteur élevée. C'est vrai qu'on offre beaucoup de choses à Gland, justement, comme on l'a dit, notamment sport, culture, où il y a de plus en plus d'événements qui se passent, qui sont souvent, par exemple, pour le sport, on s'attache à ce que ça soit gratuit. De ne pas avoir de hausse d'impôts pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui est prévu, alors ça c'est clair. Maintenant, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait. On espère aussi qu'avec la péréquation et ce renouvellement, enfin ce changement et cette modification de la péréquation qui doit venir du canton, eh bien on devrait plutôt avoir des bonnes nouvelles à Gland. Donc on devrait plutôt aller vers une stabilité. Qui sait, peut-être un jour une baisse d'impôts si ça nous le permet. Ça dépendra plus de la péréquation que de nos finances directes à nous. Ouais, mais en tout cas, par les péréquations, c'est vrai qu'un mot sur l'initiative SOS Commune. Le comité portera le dépôt des signatures à l'administration cantonale ce mercredi 9 juin, sachant que justement tout va bien du côté des finances à Gland. Est-ce qu'on ose le dire et le crier haut et fort ? Oui, bon, tout va bien. C'est-à-dire que de nouveau, on a des revenus, des excellents revenus qui sont pas si élevés que ça. Ça va bien, mais c'est vrai que ça fait toute cette législature, en tout cas, on peut dire que ça s'est bien passé. On a parfois eu de la chance aussi, ça compte. Maintenant, le SOS Commune, c'est lié à la facture sociale. Péréquation, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que la facture sociale, Gland avait pris position de manière assez claire pour quelque chose de différent de ce qui a été décidé finalement auprès de l'UCV avec le canton. On voit là que le canton, comme prévu, comme Gland l'avait annoncé, l'avait écrit, ne joue pas vraiment le jeu puisque c'est eux qui ont toutes les ficelles. Le canton décide finalement de ce qu'il va faire par rapport à ses propres comptes et c'est lui qui décide comment il présente ses propres comptes. Donc du coup là, il y a effectivement un petit souci qui était un petit peu attendu. Et donc on essaye de faire par ce biais-là, d'avoir une facture sociale qui baisse et qui soit reprise par le canton puisque c'est lui qui décide, donc qui décide, paye. De solidarité dans ce sujet-là, donc finalement, où est-ce que Gland se situe? Est-ce qu'elle est solidaire ou pas, puisque finalement, elle prend un peu le contre-pied par rapport aux autres communes? Gland, ça a une situation particulière parce que justement, on est assez neutre parce qu'on a une valeur du point d'impôt qui est sensiblement la valeur moyenne du point d'impôt moyen cantonal de toutes les communes du canton. Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas tellement des hauts et des bas, comme peut l'avoir Rolle par exemple. On n'a pas tellement de mauvaises surprises. Maintenant, plutôt des bonnes surprises, comme oui, dernière. mais malgré tout, pas des pics, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Après, si on a tout à coup effectivement une reprise sur une donation comme on avait eu, puis qu'on soit 12-13 millions, bon, là, mais ça, tout le monde peut l'avoir, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas assez haut, assez bas, donc on est moins impacté que certaines communes où effectivement la situation n'est pas supportable. Je pense à Rolle, par exemple, où ça ne va pas s'améliorer parce que là, ils ont reçu énormément d'argent, leur point d'impôt va augmenter, et puis l'année d'après, ça va de nouveau se compliquer. Pardonnez-moi, Gilles Lavoine, est-ce que ça veut dire que pour la législature qui suit, ce sera une chose facile que d'être municipal en charge des finances? Bon, j'ai jamais trop vécu difficilement, mais disons que c'est dur de se projeter sur les 5 prochaines années parce que vraiment, il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. On a pour vous donner un exemple, on a des gros... le secret fiscal fait que je ne peux pas évidemment donner le nom, mais on a des gros... Beaucoup de secrets à Gland.
Non, mais il y a le secret fiscal, donc là, sinon on vous fait taper sur les doigts. Mais disons qu'on a des gros contributeurs, personnes physiques, qui ont des répartitions cantonales, et puis ça fait 5 ans que cette répartition n'est pas déterminée précisément. Et quand vous avez des revenus d'impôt comme ça de plusieurs millions sur des personnes physiques, et que vous ne savez pas, et peut-être tout à coup la répartition cantonale va changer de 10%, et que vous multipliez ça par 5 ans, vous pouvez avoir des retours positifs ou négatifs très importants, et donc ça peut devenir tout à coup délicat. Mais pour répondre à la question, tâche facile ou pas? Non, j'espère qu'elle restera facile. De toute façon, c'est toute la municipalité qui travaille à ça. Les finances, elles sont liées à tout ce que fait la municipalité dans son ensemble. Et je pense que pour l'instant, effectivement, ça se passe bien. Et j'espère que ça va continuer à l'être. Ouais, et c'est ce qu'on espère, que vous puissiez continuer à faire du bon travail, Gilles Davoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Scout un jour, scout toujours sur le plateau. Aujourd'hui, on célèbre 2 événements des scouts de la région. Tout d'abord, les 30 ans de la cabane La Sardoche, une cabane particulière pour les scouts Noirmont-Gland, située à Vic. On en parlera d'ici quelques instants. Et puis de l'autre, l'arrivée à la tête de l'ASVD, l'association du scoutisme vaudois, de notre invitée, Sorcha Walsh, issue des scouts de Nyon. Bonjour Sorcha, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de l'accueil. Avec grand plaisir. Et puis Célien Marais, tu es toi chef de groupe des scouts Noirmont-Gland. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va commencer avec cette nomination, la vôtre, Sorcha. Le fait d'être aujourd'hui et ce passage cantonal, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour moi, ça représente surtout, je vais peut-être raconter l'histoire, parce que sinon ça n'aura pas de sens. J'ai quitté mes fonctions au groupe des 3JT à Nyon en septembre, et en fait, parce que c'était le moment de partir de ce groupe-là. Et en fait, les mois suivants, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans ma vie, un énorme vide qui avait la forme du bénévolat, la forme de l'investissement. Et du coup, quand on m'a proposé ce poste, j'avais hésité, mais pas forcément très longtemps avant d'accepter avec joie, parce que justement, ça représente pour moi un peu l'aboutissement de ma carrière au sein des scouts. Oui, on en parlera d'ici quelques instants, mais c'est vrai que vous avez pris vos fonctions en février. Concrètement, ce rôle, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors ce que je fais, c'est beaucoup de travail très divers. Le mandat principal, c'est de coordonner l'équipe cantonale. Donc c'est une équipe de 10 personnes qui s'occupe des différentes activités vraiment d'un point de vue pratique du jour au jour du canton, c'est-à-dire de l'animation, donc les activités cantonales, de la formation. Ça, c'est très très important de s'assurer que tous les responsables du canton puissent être formés, que les camps puissent avoir lieu, être subventionnés. Il y a aussi la communication, donc la communication de la SVD vers l'extérieur. Il y a l'encadrement. Donc ça, c'est encadrer les chefs de groupe, s'occuper des coachs et ce genre de choses. Donc du coup, d'un côté, je coordonne cette équipe avec mon co-responsable Frédéric et puis mon futur co-responsable, l'ancien Marc-Olivier est toujours là. Et puis après, l'autre aspect, c'est de participer aux séances de bureau. Donc le bureau, c'est vraiment l'administratif de l'association. Ouais. Et puis finalement, de représenter la SVD à l'extérieur, notamment auprès du mouvement scout de Suisse. Ouais. Célien, toi, quel regard est-ce que tu portes sur ce genre de fonction? À quoi ça sert? C'est important pour les scouts que vous êtes au Noirmont-Gland? Oui, alors comme tous les groupes du canton, on a besoin à l'année de cette équipe cantonale, puisque tous nos chefs sont formés par cette équipe. On a besoin, notamment en cas de crise, en cas de soutien, ils sont utiles. On a des comités qui sont organisés avec tous les différents chefs de groupe du canton, qui permettent de se coordonner au sein du canton, de savoir ce que les autres groupes font. Ça peut donner lieu à des échanges, carrément parfois des échanges de chefs, on peut s'échanger des membres si on a besoin. C'est-à-dire en cas de crise, c'est vrai que là, crise, forcément, c'est un mot qui parle à tout le monde en ce moment. Oui. Pour cette crise, les scouts, forcément, au service aussi de la population, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent et qui vous coordonnent. Oui, effectivement, c'est le principe d'avoir un comité qui soutient et qui a vraiment un regard global sur toutes les activités du canton pour s'assurer que toutes les activités puissent avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Alors l'association du scoutisme vaudois a certainement eu aussi un petit œil envers votre cabane, puisque vous avez célébré vos 30 ans, plutôt la cabane La Sardoche a célébré ses 30 ans. Pourquoi est-ce qu'elle est si particulière, cette cabane? Alors il y a deux choses. Il y a son histoire et celle du groupe scout. Donc un groupe scout, il est attaché à un lieu, à une cabane. Et jusque dans les années 70-80, le groupe n'avait pas de cabane, vraiment de lieu fixe. Il avait des locaux, des lieux de réunion entre Beniens et Gland, mais il n'avait pas ce centre scout pour lui.
Et dans les années 90, le groupe a vraiment explosé en nombre de noms, de participants, avec plus de 180 membres au bout d'un moment. Et on sentait ce besoin d'avoir un lieu. Donc les anciens, dans les années 80, ont cherché un bâtiment, ont cherché un endroit, et ont cherché des communes qui pouvaient nous léguer un terrain. Donc ils ont approché la verrerie de Saint-Pré, qui avait un bâtiment préfabriqué. Donc ils ont trouvé le bâtiment, et ensuite il a fallu trouver un terrain. Et ils ont prospecté dans les communes de la région, et finalement c'est la commune de Vic, qui avait un terrain au bord de la Serine, qui a dit « on peut vous mettre à disposition ce terrain, un bail de 50 ans, où vous pouvez mettre votre bâtiment ». Et surtout, on a ratifié avec le Conseil d'État une zone spéciale au niveau du cadastre, qui est une zone d'affectation scout, et qui est une zone unique en son genre en Suisse. Ouais, donc c'est une aventure qui débute, tu le disais, dans le début des années 1970 avec le rêve des responsables du groupe. On parlait de ce lieu, de l'importance d'avoir un lieu pour les scouts. Pour toi, Sorcha, toi qui es issu des scouts de Nyon, c'est ce genre d'anniversaire, qu'est-ce que ça représente ? Alors pour moi, c'est le rêve absolu de pratiquement tout groupe scout d'avoir ce que vous avez du côté de Gland, d'avoir un lieu uniquement pour vous, où vous êtes stable. Par exemple, à Nyon, on a fait 2 déménagements en tout cas durant les 3 dernières années, je crois. Enfin, on a eu des déménagements récemment. Ça a été très compliqué. Ça a été compliqué. Il y a des groupes qui n'ont actuellement pas de locaux fixes, même dans la région de Nyon. Du coup, c'est vraiment incroyable. C'est le but ultime. Ça veut dire quoi, que tout le monde est un peu envieux des scouts de chez Noirmont-Gland, ou alors est-ce que vous pouvez partager vos lieux ? Alors, le lieu, il est ouvert à tous les scouts. Enfin, il est en priorité, nous, pour faire nos activités. Mais quand on ne l'utilise pas, il est ouvert à la location à des tarifs préférentiels pour justement les autres groupes, pour des formations, pour des journées d'activité. Et on a pas mal de scouts de Genève ou des scouts de Suisse allemande qui viennent régulièrement parce que le terrain, il convient parfaitement pour ce genre d'activité. Le terrain s'y prête, il est grand. Donc vous avez célébré cet anniversaire ce week-end. Forcément, c'est aussi l'occasion de revoir certains anciens et puis là, de retrouver des traces justement de cette cabane. Oui, alors retrouver des photos en noir et blanc. Donc ça marque bien l'anniversaire. On voit que c'était vraiment une autre époque. Et on a pu retrouver le contact avec ces anciens qui sont venus, qui nous ont redonné des photos. Pas de vidéo de l'époque, malheureusement. Mais, moi qui ai commencé les scouts juste après l'inauguration, donc en 2002, je ne connaissais pas, j'ai pas vécu toute cette partie. Donc c'est là où on se rend compte de toutes ces personnes qui ont œuvré pour les scouts aujourd'hui. Et cet anniversaire, c'est l'occasion de les remercier, tous ceux qui ont donné un coup de main, toutes les communes qui ont soutenu financièrement à l'époque, toutes les entreprises aussi qui ont soutenu matériellement ou financièrement. C'était des centaines de milliers de francs au total et des centaines d'heures de travail qui ont été mises par les parents, par les scouts, par leurs amis. C'est vraiment un engagement bénévole qui a eu lieu pour la construction de cette cabane. Et je pense qu'elle symbolise bien, elle est bien l'image du groupe, avec cette volonté d'indépendance et d'autonomie qui fait partie en tout cas de notre identité à Noirmont-Gland. Ouais, les identités, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette image, scout un jour, scout toujours, avec cette volonté, cette vocation d'aider la population. Mais est-ce que vous arrivez à vous distinguer les uns les autres ? Est-ce qu'on sait que on sait que chez les scouts du Noirmont-Gland, par exemple, eux, c'est il faut les appeler quand on a un souci de quelque chose en particulier. Est-ce que ça se fait comme ça ? Est-ce qu'il y a des distinctions ? Oui, alors il y a clairement des identités de groupe, c'est quelque chose de plutôt fort, je dirais. Après, je ne sais pas s'il y a un groupe que j'appellerais en cas d'un souci particulier, mais c'est plutôt en termes d'amitié, en fait, que ça se fait. En cours de formation, typiquement, des gens de différents groupes se rencontrent. Il y a des groupes qui, en soi, sont proches les uns des autres. Ce que je trouve formidable, il y a des réseaux au-dessus des réseaux. Et donc, oui, donc il y a clairement des identités de groupe qui font que certains groupes ont des... Comment dire Si on doit donner un exemple, par exemple, ici, dans le district de Nyon, nos scouts à nous, c'est quoi leur force ? Les scouts de Nyon, alors... mais forcément dans le district, dans la région, de manière générale. Alors, par rapport aux Valaisans, par exemple, à tout hasard. Par rapport aux Valaisans, j'aurais de la peine à dire, parce que je ne les connais pas très bien, mais je dirais... une des choses très, très sympas dans la région de Nyon, c'est qu'on est quand même pas mal en contact les uns avec les autres. C'est vraiment une région... regroupés, pratiquement tout le monde connaît les autres chefs, les enfants même se connaissent entre eux à cause des activités régionales qu'on fait. Du coup, je dirais que c'est une grande force de la région de Nyon. Oui, vous parlez d'enfants, forcément, lorsque on devient scout, on est tous un peu enfants, on le reste ou pas, et pour vous, c'est une histoire aussi d'enfance. Vous avez écrit un petit texte, vous disiez « Quand j'ai déménagé en Suisse, une des premières choses que ma mère a fait était de m'inscrire aux éclaireuses à Nyon. J'ai fait ma première séance environ 2 semaines après mon arrivée en Suisse et j'ai tout de suite adoré. Qu'est-ce qui vous a plu ? Oui, alors c'est marrant que cette partie en particulier vous ait interpellé, puisque ce que j'avais surtout adoré en premier,
en arrivant en Suisse, en particulier à Nyon, c'était qu'en arrivant aux locaux, en fait, c'était vraiment comme une maison. Il y avait des canapés, il y avait des coussins, c'était chauffé. Ça changeait beaucoup par rapport au local qu'on avait en Irlande, qui était vraiment un grand hall, très froid, très sympa pour courir partout, mais pas très sympa pour se poser et discuter. Et du coup, en pouvant se poser et discuter, j'ai pu du coup rencontrer les personnes que j'ai rencontrées, je crois limite ce jour-là, ça reste des amis très très proches pour moi. Et du coup, c'était ça vraiment qui m'avait plu, c'était ce côté de chaleureux en fait, l'ambiance qu'il y avait, et puis aussi les activités étaient très sympas aussi. Ouais. La maison, on y revient, hein, et ce symbole de la sardoche, chez vous, pour les Noirs-Monglans, voilà, pour toi, Célien, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir scout? Est-ce que tu te rappelles aussi de ce premier jour en tant que scout? Alors, les premiers jours, je m'en souviens. Ouais. Je me souviens que c'était justement à la sardoche. Je me souviens ce qui m'a motivé à rester. Bon, il y a les enfants que j'ai connus sur le monde. C'était il y a longtemps, j'avais 7 ans, donc maintenant j'en ai 26. Donc c'était il y a très longtemps. Mais c'est déjà les responsables de l'époque qui étaient vraiment, vraiment cool avec nous. Et au fil du temps, je suis resté, je me suis fait des amis. J'ai passé les étapes, je suis passé aux éclaireurs, je suis passé chef. Et j'ai fini chef d'unité, et puis maintenant chef de groupe. Chaque fois des étapes, j'ai continué. Parce que tous ces gens, toutes ces expériences qu'on se fait au fil des années au scout, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre confiance en nous. Et au fil du temps, on développe des capacités. Est-ce que ça serait un rêve d'avoir le même parcours que Sorcha et de devenir co-responsable cantonal de l'association de scoutisme vaudois? Je prendrai ma retraite en tant que chef actif après les camps d'été. Donc non, je ne vise pas autant chef cantonal. Je préfère rester quand même au contact des activités et des chefs. Mais le groupe de Gland a eu des responsables cantonaux au début des années 2000, dans les années de Nantes. Donc on aime peut-être que dans les prochaines années, on aura un nouveau Glandois qui sera au canton. En tout cas, c'est ce que je souhaite qui retournera à ce poste. Pour terminer cette interview, je ne sais pas si vous avez peut-être des dates, des activités à nous donner, ou si on veut faire partie des scouts, qu'est-ce qu'on fait? Un peu tout ce qu'on a prévu pendant la pandémie, qu'on va essayer de reprendre à l'automne. On avait des journées découvertes du scoutisme, qui était un événement au niveau national, qui devait avoir lieu au mois de mars 2020, qui a été repoussé en mars 2021, et qu'on fera finalement, on espère, à l'automne. Donc on mettra les informations dès que possible. Sur les différents sites internet, Sorcha Walsh, au niveau cantonal, on ne peut pas tout dire évidemment, mais s'il y avait quelque chose à retenir dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, cet été, ça serait quoi? Rien qui puisse concerner quelqu'un qui écoute cette émission. Mais si, tout le monde peut nous écouter, donc quelque chose qui nous tenterait. En septembre, on a la journée cantonale de la première branche, donc les louveteaux. Une grande partie, on espère, des louveteaux du canton vont se réunir. Le format n'est pas encore décidé, du coup, je ne peux pas vous dire exactement où. Selon Covid, ce sera plus ou moins réparti, mais donc ce sera le 11 septembre. Où est-ce qu'on trouvera les informations? Bien sûr, sur le site asvd.ch. Si jamais vous voulez rejoindre les scouts aussi, il y a un onglet sur les groupes et vous pouvez voir tous les groupes du canton selon les régions. Il y a même une carte, c'est formidable. Tout y est, Sorcha, Célien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci, vraiment. La balade gourmande au fil du goût passera par Vinzelles, Bursin et Loing le samedi 12 juin. Lors de cette première édition proposée en partenariat entre Nyon Région Tourisme, Vaud Suisse et le caveau des vignerons de Loing-Vinzelles, les participants pourront déguster les vins de la région, mais aussi plusieurs mets. On se fait plaisir sur le plateau, vous l'aurez compris. Didier Miéville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Nyon Région Tourisme. Vous êtes aujourd'hui accompagné de Vincent Chapuis, vice-président du caveau des vignerons de Loing-Vinzelles. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cette balade gourmande, on va forcément avoir envie de manger, mais en quelques mots, comment est née l'idée de mettre sur pied cette première édition? Alors c'est vraiment de mettre en valeur une balade œnotouristique qui est-elle permanente, qui se déroule exactement sur les villages que vous avez mentionnés, sur une boucle de 5 à 6 km assez facile. Il y en a même une deuxième boucle juste à côté qui va jusqu'à Benien, mais c'est bien la boucle Luin-Vinzelles-Bursin qui est utilisée samedi. Et c'est pour mettre en valeur cette boucle et mettre en valeur les vignerons qui habitent, qui produisent leur vin tout au long de cette boucle, et aussi les produits du terroir de la région, comme le lard de Benien par exemple. Et puis, c'est pour convier les gens à dire, voilà, cette balade, elle existe, cette balade, elle peut être faite durant toute l'année. Cette balade est même accompagnée d'un quiz, un petit jeu, des questions assez difficile quelquefois sur le no-tourisme, sur la région, qui permet de se challenger un petit peu. Ce quiz est disponible sur l'application Vos Guides, entre parenthèses. Mais là, c'est vraiment l'occasion de faire venir les gens, de dire, voilà, il fait beau,
On connaît tous la situation, ça s'améliore, on peut sortir, on peut se voir, on profite, on va faire cette petite balade et on va déguster les vins de la région et les produits du terroir de la région. Didier Méville, je vais vous taquiner un petit peu, mais on pourrait se dire que Nyon Région Tourisme, c'est pas foulé parce que c'est des balades qui existent déjà. Donc c'est quoi la différence? Disons que c'est bien de mettre en valeur ce qui existe déjà. On a quantité de belles choses dans notre région qui gagnent encore à être connues, c'est la réalité des faits. Donc franchement, on est plutôt à mettre en valeur ce qui est bien, et là c'est une belle balade. Le caveau des vignerons avait fait déjà il y a 2-3 ans un fantastique travail pour mettre sur pied cette balade. Donc plutôt que de le faire ailleurs, franchement, je pense que c'est bien de mettre en valeur ce qu'on a déjà. Ouais, Vincent Chapuis, je vous pose la question, aux vignerons, qu'est-ce que ça rapporte ce genre de manifestation et d'organisation? C'est intéressant d'attirer du monde, en fait, des passants de notre région, et puis d'avoir un contact. En fait, le vin, c'est quand même un produit de plaisir. Donc, il ne faut pas uniquement déguster un vin, mais par contre, d'avoir un contact, de pouvoir discuter avec le vigneron, c'est toujours très intéressant. Et de par ces balades, ça nous permet, en fait, de montrer aux marcheurs la beauté de notre région, et puis de les accueillir un peu chez nous, dans nos caves, et puis de partager un moment avec eux. Et je vous embête, mais on voit que c'est un réel succès, parce que 150 réservations ont déjà été faites, donc pour prouver que dans la région, on en a envie et toujours plus. Mais ces vignerons-là, comment est-ce qu'ils ont été choisis? Qui peut nous en dire un mot? Alors, je pense que c'est moi qui pourrais en parler. En fait, comme a dit Didier tout à l'heure, le caveau des vignerons a organisé 2 balades différentes, donc balades œnotouristique. Et puis l'idée des balades au fil du goût, c'est une année faire sur la boucle qui va jusqu'à Bursin, et l'année prochaine de faire sur la boucle qui va jusqu'à Benien, qui fait Loing-Benien. Et on a choisi en fait les vignerons qui sont sur le parcours. Donc là, on aura plutôt des vignerons de Loing, de Vinzelles et de Bursin. Et l'année prochaine, si on peut reconduire, on va partir de l'autre côté sur la région de Benien, on fera des vignerons de Loing et de Benien. Ouais, on sait que parfois les vignerons même souvent se plaignent que les vins de la région ne sont pas assez mis en avant, pas assez vendus. Est-ce que ça, c'est une carte de visite? Oui, alors c'est une très belle carte de visite. On parle beaucoup des vins du Lavaux, mais on a vraiment des très très bons produits. D'ailleurs, dans les derniers concours de dégustation l'année passée, des vins de Loing, Vinzelles, les régions ont été très très bien, bien notés, ont eu des très bonnes places. Et puis, je trouve que notre région n'a rien à envier du Lavaux. On a vraiment une vue magnifique sur le lac, sur les montagnes avoisinantes. Et puis, on a des très très beaux domaines aussi qu'on peut faire découvrir. On découvrira aussi, on aura un petit côté un peu plus gastronomique, puisque ce n'est pas seulement le vin. Didier Méville, pour connaître un petit peu vos goûts de manière personnelle, qu'est-ce que vous vous réjouissez de goûter? Mais tout... Bon, alors, moi, je suis très chocolat, je dois l'avouer. Alors ça, c'est le dessert, hein, c'est le dernier stop. Il faudra patienter jusque-là. Mais non, mais ça me fait super plaisir. Comme j'ai dit, le lard de Benien, c'est tellement bon. C'est super de le faire déguster. Les Malakoff de Vinzelles aussi, c'est un plat signature de la région. Donc ça fera plaisir peut-être de partager avec des gens qui, malgré tout, n'ont pas encore goûté des Malakoff, qui viennent peut-être d'un peu plus loin. Donc voilà, c'est une super opportunité. Après, on est sur du fromage de chèvre aussi, de Gimel. Hein, c'est juste à côté de chez nous, donc il y a vraiment de quoi faire, même si ma préférence ira malgré tout pour les chocolats. Le chocolat qui se marie évidemment très très bien avec le vin, mais Vincent Chapuis, pour revenir à cette remarque que Didier Méville faisait, il disait voilà, aujourd'hui il y a encore des gens qui n'ont pas goûté le Malakoff, bon rien de grave, mais quand même c'est surprenant. Comment est-ce qu'on peut se dire que dans la région il y a des gens qui n'ont pas encore goûté nos produits, notre terroir à nous? Est-ce qu'il y a un effort peut-être de communication, quelque chose de mieux à faire? Alors je pense que le but aussi de ces balades est d'attirer des gens qui ne sont pas forcément de la région. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui viennent peut-être plutôt de la région genevoise ou plus loin du côté de Lausanne, qui puissent déguster ces produits-là. Et je pense que dans la région, c'est clair qu'il y a les Malakoff de Loing, les Malakoff de Vinzelles, tout le monde va dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais là, on est sur Vinzelles et puis on pourra se faire notre avis sur la qualité du produit qui est irréprochable à mon avis. Ouais, non, c'est vrai que je rigole et ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai que c'est sérieux. Hein. Il y a des cours de œnotourisme qui ont été faits. Donc là aussi, ça se travaille. C'est toute une communication qui peut permettre aussi aux vignerons de se mettre en avant. C'est aussi une façon de créer du réseau. Exactement. Ça permet d'avoir un réseautage entre les producteurs, entre les restaurateurs aussi, avec... le tourisme, je crois que Nyon Région Tourisme a aussi fait le cours de œnotourisme.
Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde de pouvoir partager un petit peu nos produits, de discuter un petit peu de nos expériences et puis de pouvoir compter sur un vigneron pour un restaurateur ou vice-versa et puis de travailler ensemble. C'est vraiment le réseautage, le lien qui est très important pour mettre en avant notre région. Et vous me disiez en arrivant qu'en plus on a de la chance, les vignerons de chez nous sont sympas. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter de certaines balades qui ont eu lieu dans les caveaux? Alors pour le moment pas trop, parce qu'en général les gens qui font la balade, les caves sont fermées. Donc ils peuvent le faire n'importe quand, donc il n'y a pas forcément un vigneron qui va les accueillir chez eux. Par contre là, c'était justement le but d'intégrer les vignerons à la dégustation à la balade. Bon, vous êtes sage, on l'aura compris. Ce qui se passe au caveau reste au caveau, c'est plutôt comme ça, Vincent Chapuis. Une question pour terminer cette interview avec vous, Didier Miéville. Forcément, Nyon Région Tourisme, l'été qui arrive. Comment est-ce que vous vous y préparez? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cet été? Alors, on prépare surtout les courts séjours. On pense qu'on est une magnifique région, mais plutôt pour de courts séjours, pour simplement faire une nuit d'hôtel ou 2 ou 3, et puis d'aller déguster chez les vignerons, ou peut-être d'une entreprise un peu plus culturelle. On a des châteaux et musées quand même de manière assez marquée dans la région, à Coppet, à Nyon. Et à Prangin qui a gagné le prix Wacker du patrimoine suisse cette année. Et puis ça, on espère que ça va quand même nous apporter un bon nombre de touristes, en particulier de touristes suisses-allemands. Et donc, c'est ces thématiques-là qu'on travaille. On a créé les packages et on a une campagne de communication qui commence en fait dès le 15 juin pour être vraiment dans l'actu. On est sur des courts séjours, on est sur des décisions un peu plus rapides, donc on est sur un bon timing. Est-ce qu'on peut espérer que cette année les Suisses restent à la maison? Oui, franchement on l'espère encore. On voit bien que ça s'ouvre et puis ma foi, voilà, les gens feront leur choix. Mais je pense que quantité, on peut découvrir la Suisse. Déjà l'année passée, et notre région aussi, et j'espère qu'ils en ont parlé autour d'eux pour dire que voilà, c'est une région qui vaut la peine d'être visitée. Je pense que la Suisse reste une destination quand même sûre par les temps qui courent, quand même plus facile de voyager en Suisse. Et puis, donc vous restez en Suisse cette année, cet été? Oui, cette année on est sur la Suisse. Mais voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'espère qu'on ne perdra pas le fil du goût, en tout cas pour samedi. Mais clairement, on est sur une campagne estivale et puis on a des thématiques et on espère encore peut-être une ou deux surprises, mais ça, c'est de la musique d'avenir. On l'espère aussi que vous puissiez nous ramener aussi d'autres surprises et aussi de quoi manger, boire. Une chose est sûre, ça se fera le samedi 12 juin au Fil du Goût. Les inscriptions sont ouvertes. Messieurs, très belle journée à vous. Merci. Merci, pareillement. C'est tout pour la rétro. Très heureuse d'avoir passé cette semaine en votre compagnie. Excellent week-end à tous. On se retrouve à partir de lundi.